Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Oui, ce soir, j'enchaîne les vidéos, je sais pas si ce sera le sprint final, mais en tout cas, j'essaie d'en faire un maximum pour la suite. Et donc, du coup, après Sœur Marie, je vais vous parler de mes runs en chercheur solo difficile sur la campagne des clés écarlates avec le pool de cartes complet. Et aujourd'hui, comme d'habitude, investigateur deck retour d'expérience, on va parler de Mintypan. Mintypan, la secrétaire, qui a 4 de volonté, 4 d'intelligence, 2 en force, 2 en agilité, qui a les traits assistant, une capacité réaction après qu'un investigateur dans votre lieu a attribué une carte à un test de compétence. La carte attribuée gagne une icône libre jusqu'à la fin du test, limite d'une fois par round pour chaque investigateur. En solo, limite d'une fois par round. Son signe d'aidance c'est un plus 1, vous avez le droit de choisir une carte compétence attribuée à ce test de compétence pour le renvoyer dans la main de son propriétaire après la fin du test. 7 points de vie, 7 points de santé mentale. Je dis bien carte compétence, si on attribue un événement, on ne la récupère pas. C'est un investigateur qui a un deck de 30 et une construction de deck en biclassage dit classique, chercheur en majeur, survivant en mineur et carte neutre de niveau 0 à 5, pas d'autres particularités. Mintypan, en fait, à l'instar de Sœur Marie, c'est un investigateur que je ne joue pas. Je ne joue pas, alors parce que je joue rarement le chercheur du groupe, et parce que du coup en solo, je ne joue pas les chercheurs. Ce qui fait que pour moi, ce run en solo avec Mintypan, c'était vraiment une première. Je l'avais joué une fois en duo sur le renouveau de la Zélatrice, il me semble, et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Je l'avais joué à l'époque sur un archétype réduction de difficulté de test, puisque c'était déjà après les clés écarlates, juste après. Les clés écarlates venaient de sortir, c'était l'hiver dernier. Mais c'est tout, c'était la seule expérience préalable que j'avais avec Mintypan en tant que joueur. Bon, on va arrêter les digressions. Mintypan, globalement, une statline en 4-4 de 2, un peu comme au foot, hein, n'est-ce pas? Mais... bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une stat active, l'intelligence qui a 4, une stat défensive qui est la stat défensive principale, la volonté. Bon, clairement, la force agilité, on s'en fiche, ou en tout cas, il va falloir faire avec. Bon, la stat line est assez ramassée, elle est très équilibrée au niveau de la santé, que ce soit la vie ou la santé mentale, donc ça, c'est quand même très bien. Et sa capacité, au moins, on est sûr de l'utiliser à tous les tours. C'est très sympa. Sa capacité est d'autant plus forte qu'il y a d'investigateurs dans la partie, puisque du coup ça va faire autant d'icônes supplémentaires au niveau des tests, là où en solo on n'a qu'une icône supplémentaire par round. Bon, c'est mieux que rien, c'est même très sympa, mais c'est sûr que Mine prend tout son sens quand on joue à 3-4, quoi, clairement. C'est un personnage qui peut tantôt enquêter, tantôt faire du soutien bien comme il faut, c'est assez intéressant. Sa carte signature, l'esprit analytique entre les lignes, est un soutien qui coûte 3 avec 2 icônes libres, trait de talent. Vous avez le droit d'attribuer une carte à chaque test de compétence effectué par un investigateur dans un autre lieu. En réaction, après avoir attribué exactement une carte à un test de compétence, inclinez esprit analytique, piochez une carte. On voit là, encore une fois, l'orientation de Mintypan vers le multijoueur, avec le fait de pouvoir attribuer une carte à chaque test de compétence effectué par un investigateur dans un autre lieu, donc à chaque test de compétence, encore une fois, si on a 3 ou 4, à chaque test de compétence, on peut attribuer une carte à un investigateur qui n'est pas dans notre lieu. C'est vraiment pas rien, hein. Ça vient vraiment un peu changer les règles du jeu, ce qui était une contrainte énorme, le fait d'être dans le même lieu que le copain pour pouvoir lui attribuer des cartes de compétences. Avec Esprit Analytique, ça vole clairement en éclat, et pas qu'une seule fois. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis par ailleurs, comme à l'époque, les designers ne créaient pas des persos exclusivement pour le multijoueur, je sais pas de qui je parle, il y a quand même une petite utilité quand on joue en solo avec la réaction après avoir attribué exactement une carte à un test de compétence, incliner esprit analytique, piocher une carte. En plus, c'est fluff parce que ça va très bien avec les chercheurs qui sont les personnages qui piochent le plus dans le jeu. Voilà, c'est un peu à l'instar d'Ursula, dont la carte signature Jack Williams lui permet de piocher. On a encore une fois cette logique de les chercheurs ça pioche, donc l'esprit analytique, carte signature de mine, ça permet de piocher. Voilà.
pas mal, utile, et comme je le dis, bah, au moins à l'époque, on n'avait pas un investigateur qui était exclusivement dédié pour le multi. Sa faiblesse signature, le roi en jaune de King in Yellow. Act 1. C'est un soutien qui a le trait livre. Révélation, mettez le roi en jaune en jeu dans votre zone de menace. Il ne peut pas quitter le jeu excepté par la capacité réaction ci-dessous. Vous ne pouvez pas attribuer exactement une ou deux cartes à un test de compétence. Réaction. Après la réussite d'un test de compétence auquel Mintypan attribue au moins 6 icônes de compétences correspondant à ce test, défaussez le roi en jaune et ça occupe un slot de main, quand bien même c'est dans notre zone de menace. Attention, ne pas oublier. Des gens qui oublient que le roi en jaune utilise un slot de main. Ils se reconnaîtront. Bon, une investigatrice qui est très forte. Faut dire ce qui est, elle est très forte. Elle a une statline orientée, très directe, mais qui permet de faire de très belles choses, avec un pool de cartes encore plus aujourd'hui qui est incroyable. Alors, c'est pas ce que serait le chercheur 05 truand 02. C'est pas ça. Mais, avec les améliorations des clés écarlates, à mon avis, ça vient juste derrière. Le pool de cartes des survivants a pris un tel up, tout comme les truands, vous me direz, avec les clés écarlates, que bon, le pool de cartes de Mintypan, c'est pas la rigolade du tout. L'esprit analytique est très cohérent avec sa construction intrinsèque. Et par ailleurs, comme j'ai dit, voilà, nous permet de piocher, c'est sympa. Ça donne un peu de fluidité au niveau de la partie. Le roi en jaune, par contre, voilà, c'est une carte signature, c'est du lourd. Enfin, c'est une faible signature, pardon, c'est du lourd. C'est pas un truc qui sert pas à grand chose, c'est pas juste une petite horreur ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui vient, entre guillemets, paralyser un peu Mintypan. Parce que, en tout cas en l'état, sans autre carte, ben, devoir attribuer 3 cartes de compétences à un test et qui plus est avoir 6 icônes de compétences correspondantes au test pour pouvoir défausser le roi en jaune, c'est pas inné, c'est pas tous les jours, il faut faire un effort pour le faire. Et encore une fois, bah, au plus on est dans la partie, au plus les icônes ou la capa de mine vont manquer à ces comparses, puisque bah, mine peut attribuer une carte à ses copains, mais ne peut pas en attribuer plus. Ça, c'est pas dans ses prérogatives. Déjà qu'elle a des petites largesses en matière de règles, c'est quand même sympa. Mais donc, ce qui veut dire qu'en multi, le roi en jaune la paralyse complètement. Elle ne peut pas attribuer une carte à un test de compétence, ce qui fait que elle ne peut pas rajouter une icône libre sur les cartes que elle pourra attribuer à ses copains. Elle peut le faire sur les cartes des copains, mais pas sur la sienne. Et par ailleurs, bah, ça paralyse aussi son esprit analytique, ça vient bien l'annuler. Donc voilà, c'est pas rien. Après voilà, en faisant un deck build autour de ça, ou en tout cas pour contrer ça, contrairement à ce que j'ai pu faire, et bien ça marche plutôt bien. Allez, on va passer au deck initial, parce que bon, Mintypan, vous la connaissez, on va pas s'attarder non plus, puisque ça j'ai déjà trop parlé. Le deck initial. Alors, déjà, première chose, vous le voyez, apprentissage forcé, équipement limité. Ce sont 2 permanents qui sont arrivés avec les confins de la Terre. Je voulais les tester. J'avais déjà utilisé apprentissage forcé sur un deck dans un chercheur, je ne sais plus à quelle occasion. Je trouve ça plutôt sympa. Je n'avais jamais testé équipement limité. Mais je me suis dit, voilà, Mintypan peut avoir accès aux 2. Et ben, comme Fred Quarch m'avait interpellé en me disant que pour Mine, moi ne sachant pas trop quoi faire, n'ayant pas l'habitude de jouer avec elle, il m'avait dit, bah ouais, fais un truc où tu peux recycler les choses, récupérer peut-être les événements de la civilisation, les trucs improvisés, tout ça. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, si on part là-dessus, effectivement, le fait d'avoir équipement limité pour avoir une partie des cartes dans la défausse pour les récupérer derrière, c'est pas mal. Mais autant coupler ça avec apprentissage forcé, puisque quelque part, l'équipement limité vient gommer l'aspect, on va dire, un peu négatif de l'apprentissage forcé, qui est le fait de nous rajouter 15 cartes, puisque l'équipement limité va en mettre 10 dans la défausse directe. Donc au mieux, il y a des objets que je vais pouvoir récupérer avec ma récup. Au mieux, il y a les événements improvisés que je vais pouvoir jouer depuis ma défausse avec un effet de boost. Donc c'est pas mal. Et puis par ailleurs, il y a quand même quelques cartes qui peuvent venir me permettre de récupérer des cartes de la défausse. Sachant que, attention, je n'ai pas fait
de slide par rapport à ça, mais dans la même veine que Rex, je m'étais un peu limité en matière de pool de cartes. Alors ça se voit pas, parce qu'honnêtement, il y a quand même des choses d'un peu partout, hein. Il y a du corset, il y a de la route de Carcosa, il y a de la civilisation oubliée, il y a les confins de la Terre, avec les deux permanents, notamment, et il y a les clés écarlates, évidemment, aussi. Donc bon, c'est pas... Et il y a Harvey Walters. Il y a Harvey Walters là-dedans aussi. Donc bon, ça ne se voit pas forcément à première vue que j'ai pas utilisé l'ensemble du pool de cartes, mais c'est quand même bien le cas, parce que sinon, il y a des choses comme Grappier des provisions qui seraient dans le deck. Il y a Esprit Curieux qui serait dans le deck en matière de compétences. Donc bon, voilà, quand même. Mais voilà, ça n'a pas empêché de faire un deck qui, là, comme ça, à première vue, semble à peu près cohérent. Bon, au-delà d'apprentissage forcé, équipement limité, ou en tout cas, pour approfondir un peu le truc, il y a beaucoup d'objets. Oui, il y a beaucoup d'objets. Bon, il y a 21 soutiens. Parmi ces 21 soutiens, il n'y en a que 5 qui ne sont pas des objets. C'est-à-dire Charles Ross en 2 exemplaires, Récup et Esprit Analytique. Le reste, ce sont des objets. Ce sont des objets, pourquoi? Pour venir jouir de récup. L'idée avec le récup de niveau 0, c'est quoi? C'est d'attribuer en fait ces objets, notamment les archives des voies, les ouvrages interdits, les pattes de lapin, qui en fait sont des objets qui ont des icônes libres. Et même le flingue hyperphysique aussi d'ailleurs. Donc ça nous fait 3, 5, 7 objets qui ont une icône libre. Et qui dit une icône libre, avec mine, ça veut dire 2 icônes libres une fois par round. C'est intéressant, ça fait autant de courage inattendu. C'est pas mal. C'est pas mal, au moins ça fait tout. Ça sert à tout. Alors évidemment, derrière, il y a les glyphes archaïques qu'on va essayer de traduire et qui vont booster notre intelligence. Les loops qu'on va poser pour pouvoir enquêter facilement. Le disque d'Itzamna sur lequel j'ai fait une vidéo il y a un certain temps qui parlait de la version 0, la version 2 XP, qui est intéressante, n'hésitez pas à aller la consulter dans les connaissances interdites. Et les fourrures épaisses pour venir repiocher un pion. Pour venir annuler un pion, enfin l'ignorer et en repiocher un. Et venir peut-être, voilà, rajouter des petits points de vie s'il y avait besoin. J'ai décidé de prendre Charles Ross dans cette même veine, et notamment pour la suite. Déjà pour un peu sortir de Milan. Parce que bon, au bout d'un moment, voilà, Milan, ça va 2 minutes. Je l'avais utilisé en plus chez Rex, où je l'avais vraiment amené au top of the pop avec cambriolage. Là, bon, l'idée c'est on joue des objets, on va utiliser récup, on va reposer des objets, donc on va jouer Charles Ross pour le sortir un peu des cartons. D'ailleurs, sur Charles Ross aussi, j'ai fait une connaissance interdite qui est sympathique, qui met en avant quand même les qualités de cet allié qui est mis au placard. Voilà, donc là au moins il est dans un deck. La case est cochée. Oui, Charles Ross, j'y pense notamment du coup pour la suite, peut-être avec le récup de niveau 2, sûrement avec le flingue hyperphysique, puisque, bon, vous le voyez, dans le deck, il n'y a pas de quoi fuir. Pareil, j'ai fui avec Ursula, j'ai fui avec Rex, j'ai fui avec d'autres, j'ai utilisé Malison, donc bon, là, je me dis, on va quand même mettre un peu les mains dans le cambouis, on va essayer de gérer les mobs, les quelques mobs qu'il y a par le combat, et ce, notamment avec le flingue hyperphysique, et j'y reviendrai par la suite. En matière d'événements, alors j'ai pris Affiné en 2 fois, tantôt pour le flingue hyperphysique, puisque c'est une carte qui sera quand même centrale dans le deck, peut-être pour Rairi, mais de mémoire, je n'ai pas attribué de points à Rairi avec Affiné. Sachant qu'Affiné, c'est quand même assez difficile à jouer, hein. Franchement, ça coûte 3. Pour jouer en tant que coup supplémentaire, il faut utiliser une action, donc c'est 2 actions à jouer. Franchement, 3 ressources, une action, ça suffisait. Vraiment. Bon, on a les 3 événements improvisés qui iront bien du coup avec équipement limité. Et qui viendront se remélanger dans le deck. Alors bon, elles ont pas d'icône de volonté. Enfin, elles ont pas d'icône tout court, pardon. Donc, c'est vrai que ça va pas très bien avec mine, mais avec l'équipement limité, c'est sympa. Et surtout, tantôt l'arme improvisée, tantôt la barrière improvisée vont me permettre de gérer un peu les mobs. J'ai voulu garder ce petit module de sanctification pour aseptiser la zone avec barricade, cartographier la zone, parce que ça avait bien marché avec Rex. Et puis parce que il fallait avoir des cartes pour
arriver à 45 cartes. Donc bon, au pire, si c'est pas utile, elles seront défaussées avec apprentissage forcé. Sachant que oui, quand même, les cartes improvisées vont bien avec équipement illimité, mais vont évidemment très bien avec apprentissage forcé. Je les mettrai de préférence dans la défausse, d'autant plus qu'elles n'ont pas d'icône, comme je viens de le dire, de façon à pouvoir profiter de leur effet maximal, et à côté de ça, récupérer certainement un objet avec une icône intéressante, ou autre chose, un événement à jouer. Du coup, en combat, j'ai pris l'invocation occulte aussi, notamment pour le premier scénario. Mon flingue hyper physique ne me sert strictement à rien, si c'est à me booster. L'invocation occulte, bon, ça fait défausser des cartes, mais pour le coup, c'est quand même pas mal en matière de dégâts. Ça peut faire jusqu'à plus de dégâts, donc 3 dégâts au total, c'est pas mal. Le raccourci, parce que bon, bah voilà, c'est passe-partout. Et parmi les 10 compétences, évidemment dégourdi. Hein. On va pas se priver de dégourdi, on se prive déjà de grappiller des provisions, donc au bout d'un moment, on va pas se mettre non plus trop de bâtons dans les roues. Eureka pour avoir un peu de pioche, instinct de survie comme panic button s'il le faut. Perception pour booster évidemment l'intelligence, et raillerie, du coup, cette compétence qui nous est apparue avec les clés écarlates. Alors avec raillerie, j'ai choisi 2 traits. Les 2 traits sont humanoïde et autre monde. Autre monde? Oui, c'est ça. En gros, c'est orienté de façon à s'utiliser pour les ennemis et notamment pour les fuir, peut-être pour les combattre, notamment quand le flingue hyper physique pourra les combattre. Voilà. Bon, c'est un deck un peu fourre-tout, clairement, vous le voyez. Je me mets quand même pas mal de contraintes dans l'idée, mais là, en l'état, quand même, et notamment sur le premier scénario, c'était pas trop mal. C'était pas trop mal. J'ai attribué très souvent, systématiquement, un objet que je récupérais par la suite. C'était pas mal. L'apprentissage forcé plus équipement limité, oui, ça avait l'air de faire le taf. Au niveau de la courbe, bon c'est pas un deck qui est très cher. Après, attention, voilà, les courbes, faut toujours faire gaffe. Là, on a un deck de 45 cartes. Alors oui, il y a 10 compétences, mais la courbe ne peut pas ressembler à une autre courbe du fait des 45 cartes. Donc, en l'état, on a l'impression que le deck coûte peu cher. Après, il n'y a pas de gain de ressources dans le deck. C'est un choix assumé, il y a beaucoup d'objets. J'utilise Charles Ross, qui est un peu ma banque à ressources pour les objets uniquement. Donc c'est une contrainte que je me mets quelque part. C'est voilà, pour sortir un peu Charles Ross du classeur. Mais voilà, j'ai pas de planque, j'ai pas de élucider l'affaire, j'ai pas tout ça. Donc ça veut pas dire que je manque de ressources, mais je suis pas non plus riche comme Crésus. Là, on n'est plus en mode Rex qui peut balancer des ressources en boost, en veux de champ, voilà. On n'est pas du tout là-dessus. En matière d'icônes, bon, pareil, on a pléthore d'icônes, bon, notamment une intelligence pour être le plus efficace possible. Après, voilà, en icône libre, attention, Raillerie n'a qu'une icône libre, mais avec les traits, j'en ai 2 de plus à chaque fois, donc bon, faut prendre ça en compte. Donc le deck final, le voici. Alors, quoi dire? On a amélioré le flingue hyper physique. Je reviendrai par la suite sur les améliorations. Bon, il y a l'amélioration pour le combat. Déjà, je vous le dis, c'est pas un secret. Le flingue hyper physique, c'est ma carte pour gérer mon combat. Sur les objets, bon, on a viré 2 pattes de lapin. On a mis une carte ancestrale sur la fin pour avoir un peu de gain d'action. On a décidé, ou j'ai décidé, de partir sur un espèce d'hybride. À l'instar de ce que j'ai fait avec apprentissage forcé plus équipement limité. Là, je fais un hybride récup acculé. Je choisis de ne pas partir sur récup niveau 2 parce que je me dis que j'ai pas besoin en fait de reposer immédiatement les objets, que ma force vient des boosts que me donnent mes objets avec les icônes supplémentaires que mine donne, et je me dis que dès lors que j'ai pas assez de boost, et acculé sera là pour faire le reste, et notamment je me dis que acculé est là pour venir en fait contourner la problématique du roi en jaune. Le roi en jaune m'empêche d'attribuer 1 à 2 cartes de compétences. Donc je me dis avec acculé je ne les attribue pas. Donc avec acculé je vais me donner des plus 2. Et ça va le faire. Mais ça l'a pas forcément fait. Voilà, bref. En événement,
J'ai trouvé que le deck avait un petit manque de fluidité, donc j'ai voulu mettre de la pioche avec à la croisée des chemins et les recherches mystérieuses. Donc ça fait quand même 4 cartes qui me font piocher 3 cartes, donc 12 cartes au total. C'est quand même pas rien, sachant que j'ai aussi amélioré les perceptions pour qu'elles me fassent piocher encore plus. Donc mine de rien, en termes d'amélioration, ça en fait quand même quelques-unes. J'ai pas mis le nombre d'XP final. Alors j'ai pas eu beaucoup d'XP. J'ai fait 5 scénarios au total. Alors le flingue hyperphysique, particularité. Là, il n'y a plus les affinés, mais j'ai pu jouer 2 ou 3 fois affiné pour le flingue hyperphysique. Ce qui fait que j'ai moins d'XP que ce qui en apparaît ici. Donc les recherches mystérieuses, ça fait 8. À la croisée des chemins 10, perception 14, acculé 18, carte ancestrale 19. 19, donc de mémoire, je crois que j'avais 24 XP, j'ai dû jouer affiné 2 fois. Donc 24 XP, c'est pas foufou. C'est pas foufou, surtout que sur certains scénarios, j'ai pas eu de chance. Et j'ai vraiment pas eu de chance en matière d'XP. Il y a pas eu de lieu. Il y a quelques scénarios où il y a du hasard au niveau des lieux ou au niveau des mobs. Moi qui avec le flingue hyperphysique comptais atomiser certains mobs, j'en ai pas eu beaucoup. Donc bon, voilà. Oui, je n'en ai pas parlé, mais sur le deck initial, j'ai pioché Amnésie, et c'est aussi pour ça que je suis allé chercher de la pioche, parce que sur les premiers scénarios, en fait, Amnésie m'a fait terriblement mal. Des mains où j'étais à 5-6 cartes, Amnésie m'en a laissé plus qu'une, et quand la carte qui vous reste, c'est Compréhension paradimensionnelle, vous êtes marron, quoi. C'est pas cool. C'est clairement pas cool. Et du coup, sur la courbe de ressources, voilà, un profil similaire à celui d'avant. On a quand même un peu plus de cartes qui coûtent 0. Tiens, on avait enlevé une invocation occulte parce que les flingues hyperphysiques suffisaient, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'ennemis. Voilà. Ce qui me fait dire aussi qu'il n'y avait pas beaucoup d'ennemis, j'avais enlevé les instincts de survie. On voit qu'il n'y a plus que 8 compétences par rapport à 10. Et en fait, franchement, les armes improvisées, les barrières improvisées, à part les défausser avec acculé, en fait, elles ne m'ont pas servi. Jamais. Jamais. Au niveau des icônes, une grosse majorité d'icônes d'intelligence, et c'est peut-être là d'ailleurs que le bas blesse, c'est peut-être une faiblesse du deck que je n'avais pas mis en avant, que je n'ai pas assez mis en avant par la suite. Peut-être que je suis trop monomaniaque là-dessus. Peut-être trop d'icônes d'intelligence. Après, ça s'explique aussi. Le flingue hyperphysique, on le verra par la suite, je l'utilise avec mon intelligence. Donc en fait, mes icônes d'intelligence me servent à faire tout. Et par ailleurs, acculé me sert à, encore une fois, à contourner, bypasser la contrainte des icônes. Donc, ça s'explique quand même, c'est pas incohérent. Alors sur le retour d'expérience, même si j'ai déjà commencé à en parler, ce qui a été intéressant, le duo équipement limité apprentissage forcé. Comme je l'ai dit, voilà, ce sont 2 cartes qui, à mon avis, sont assez complémentaires, puisque d'un côté, on a l'apprentissage forcé qui vient accroître la taille de notre deck, qui nous donne de la pioche sélective, c'est quand même important, sachant que par conception, apprentissage forcé est rentable en matière de pioche, c'est-à-dire que vous augmentez votre taille de deck de plus 15, mais vous piochez 2 cartes, vous en choisissez une. Donc quelque part, en fait, vous piochez, vous êtes gagnant en matière de pioche, en matière d'écoulement du deck. Et équipement limité vient accroître énormément ce résultat-là en défaussant les 10 premières cartes du dessus de votre deck. Alors oui, il y a des gens qui sont très frileux par rapport à équipement limité parce que défausser les 10 cartes du dessus de son deck, si jamais on défausse toutes les cartes qui nous permettent de sortir nos objets de la défausse ou tous nos plans de récursion, on est bagué. Bon, premièrement, vous avez votre main initiale avec son mulligan, ce qui fait que si jamais vous faites un hard mulligan, ce qu'on appelle un hard mulligan, c'est un mulligan où on repioche 5 cartes et on remélange les 5 cartes initiales de votre pioche, ça veut quand même dire qu'on voit 10 cartes. Sur 10 cartes, si vous n'avez pas un élément qui vous permet de sauvegarder un tantinet de récursivité, c'est que les probabilités sont vraiment contre vous. Parce qu'en soi, ça se fait. Ça se fait même avec apprentissage forcé. Sur les 45 cartes, vous en voyez 10. Ça le fait. Ça le fait.
Et par ailleurs, une fois que vous avez vu ces 10 cartes, vous n'en défaussez que 10. Vous en avez 5 dans votre main, donc sur les 40 restants, vous n'en défaussez que 10. Quelque part, il vous reste en fait ni plus ni moins qu'un deck de 30 cartes. Donc, faut pas avoir peur de ça. Surtout quand on joue un investigateur qui, en fait, a un module de recyclage compris dans son deck. Qui plus est, en imaginant que vous avez défaussé tous vos trucs clés du deck, il vous reste 30 cartes dans le deck. Mine et biclassé, chercheur, survivant. Et on le voit là, avec 4 cartes, j'en pioche 12. Donc à partir de là, vous pouvez partir un peu sur de la méga pioche aussi. C'est pas ce que j'ai fait, mais vous pouvez aussi partir sur de la méga pioche. Ce qui fait que, eh bien, quelque part, vous allez vraiment faire fondre votre deck comme neige au soleil. Et encore plus avec apprentissage forcé qui va vous permettre de creuser dans vos decks plus vite. Donc voilà, moi c'est mes deux arguments pour dire que l'équipement limité, il faut quand même tester. Parce que par construction dans votre deck, vous allez avoir du recyclage, sinon vous ne jouez pas équipement limité, c'est pas logique. Et par ailleurs, surtout avec quelqu'un comme Mintypan ou comme peut-être Darrell, quand vous avez accès quand même à la classe chercheur ou à des cartes chercheurs, en fait vous avez de la pioche. Et vous n'en avez pas qu'un peu. Bon, idem, si vous avez du truand ou du chercheur, vous avez quand même de la pioche. Plus en chercheur qu'en truand, mais vous en avez quand même. Et survivant, maintenant, notamment avec les clés écarlates et avec les confins de la Terre, si je ne m'abuse, vous avez quand même de la pioche aussi. Hein. Donc ça se fait. Autre élément qui a été intéressant du coup sur ce deck, c'est le flingue hyper physique. Voilà, cette carte qui nous est arrivée avec les clés écarlates, qui coûte un peu cher, qui coûte 4. Mais qui est une de ces fameuses cartes personnalisables. C'est d'ailleurs la carte personnalisable dans les cartes neutres, avec une utilisation de 4 éthers. S'il n'y a pas d'éther sur le flingue hyperphysique, défaussez-le. C'est ce qui était intéressant aussi dans ce deck, c'est que une fois utilisé, il partait directement dans la défausse, et du coup avec récup, je pouvais le sortir de ma défausse assez aisément. Alors en l'état, voilà, sans amélioration, il sert à rien. Il ne sert à rien. Par contre, voilà, avec récup, comme je disais, ce qui va être intéressant, c'est que ça va constituer mon arme de prédilection pour gérer les ennemis. Et pour cela, du coup, j'avais pris en première amélioration tir précis, le flingue hyper physique à 7 formes, émanation, combattre, attaquer avec n'importe quelle compétence, cette attaque inflige plus d'un dégât. Donc concrètement, Mine, elle avait un objet qui coûtait 4, avec 4 éthers, et qui permettait de combattre à 4 avec son intelligence pour 2 dégâts. Donc pas mal, et encore une fois, il y avait tout ce principe de récup. Par ailleurs, à la suite, j'ai décidé de jouer configuration optimale, donc la dernière personnalisation. Tant que vous utilisez une capacité émanation, vous gagnez plus de votre valeur de compétence, ce qui fait que Mine attaquait assez vite d'ailleurs à 6 pour 2 dégâts. Franchement, c'est l'équivalent d'une étrange solution en tabou 2022. C'est pas mal. Ça coûte plus cher, ok, mais il faut pas la traduire. Ok, il faut dépenser de l'XP dedans, mais au global, ça nous fait 6 XP. L'étrange solution de mémoire, c'est 4, je crois. Ou peut-être que c'est 3, mais je crois que c'est 4. Donc bon, l'un dans l'autre, finalement, en améliorant un flingue hyper physique, non, on améliore pas. Si, on améliore les deux, donc... Alors qu'une étrange solution, il faut payer 2 fois le coût. Donc je sais plus si c'est 3 ou 4, mais si c'est 3, ça revient au même. Si c'est 4, c'est plus cher de payer 2 fiels acides. Voilà. Et puis par ailleurs, il faut le dire, c'était toujours une icône libre à attribuer en début de partie, ou en tout cas en début de campagne, quand il ne servait pas à grand chose. Une icône libre qui, avec la capacité de mine, donnait une autre icône libre, et donc un courage inattendu. Alors, sur ce qui a bien marché, concrètement, quand j'étais stuff, à donf, ça marchait super bien. Les 2 récup et les 2 acculés en jeu, c'était une machine de guerre. Il faut dire ce qui est. Le roi en jaune était bypassé, était contourné, ce n'était pas un problème.
Et en fait, je venais défausser, bon, parfois des éléments improvisés, mais le plus souvent, en fait, des objets que je ne pouvais pas attribuer parce que j'avais le roi en jaune, avec acculé. J'avais un +2, je réussissais à enquêter avec une différence de 2, je récupérais l'objet que j'avais défaussé au préalable. Voilà. Super fort. Franchement, bah voilà, le deck économine qui est efficace, 0 déperdition de chaleur, on est bien, isolation aux petits oignons, mais il fallait avoir posé ces 4 trucs, 4 actions, et il faut les avoir piochés. Je dis pas que c'est infaisable, mais en fait ça m'arrivait que sur un seul scénario d'avoir les 4 de poser. Donc c'était super fort, mais ça n'a été que sur un seul scénario. Comme je dis, voilà, les acculés avec les armes improvisées, les barres improvisées, les faire avec les moyens du bord, ça marchait, parce que j'avais quand même quelques cartes de pioche, on l'a vu, donc ça pouvait arriver. Mais notamment, voilà, avec l'archive des voix, avec les ouvrages interdits, au début avec les pattes de lapin, franchement, ça allait super bien, les flingues hyper physiques aussi, franchement, rien à dire. Rien à dire, et à aucun moment j'ai envisagé de traduire les archives des voix, clairement. À aucun moment je me suis dit je vais le faire. À un moment j'ai hésité pour les glyphes, mais finalement j'ai pas pris le temps de le faire. Alors ce qui a manqué, et c'est ce sur quoi je m'étais un peu attardé avec la vidéo de Rex, c'est clairement les 2 piliers du solo. Le tempo, au travers du gain d'action, puisque comme je l'ai dit, ben en fait, avoir mon module récup acculé, c'était déjà 4 actions. Et puis par ailleurs, il fallait avoir ce module-là. J'avais trop de dépendance, il fallait qu'il y ait trop de cartes en jeu ou dans ma main pour que ça puisse vraiment fonctionner. Et puis par ailleurs, ben en fait, c'est pas ça qui... Enfin, ça faisait gagner, mais c'était pas assez nerveux. Je prenais trop de temps dans ma mise en place, je posais pas les choses assez vite, ça venait un peu trop tard. Alors oui, mine à 4 en intelligence, et moyennant les loops ça va, mais les loops déjà étaient un peu diffuses. Si jamais les loops étaient dans ma défausse, il fallait déjà que je pose un récup pour aller les chercher. C'est là où peut-être que des cartes comme Grappier des provisions manquaient au deck. Peut-être que si en main de départ j'avais un Grappier des provisions, j'avais pas besoin d'attendre de piocher un récup si jamais je ne l'avais pas. Évidemment, dans mon mulligan, dès lors que j'avais un acculé ou un récup, je la gardais, cette carte, c'était obligé. Mais c'est pas arrivé systématiquement. Après, honnêtement, une fois, j'ai un acculé qui est parti dans la défausse. C'est tout. J'ai très souvent eu, voilà, mes événements improvisés, au moins un. Enfin, au moins un, non, au moins 2, franchement. Mais c'est vrai que, voilà, au global, en termes de gain d'action, j'en avais pas, ou trop peu. Et c'était pas fluide, c'était un peu trop lourd, les différentes pièces là étaient pas forcément là tout le temps. Finalement, comme j'avais pas assez de gains d'action, ben, il y a eu des moments où je me suis posé la question, est-ce que je joue ça ou est-ce que j'essaie de rattraper entre guillemets mon retard sur le tempo. Il y a vraiment eu des points caractéristiques, comme j'ai fait la campagne pas mal de fois, il y a vraiment des moments où on se dit, là je suis à tel scénario, j'ai passé telle intrigue et j'en suis que là. Bon, par rapport à Rex, je dis même pas. Et encore, voilà, sur le premier scénario, je crois que j'ai fini en 9 rounds et quelques actions. Donc déjà 2 rounds de plus que Rex. Alors bon, vous allez me dire, voilà, que 2 rounds. Mais Rex, c'était 7 et 1 action ou un truc comme ça. Mine, c'était 9 et 3 actions. Et c'était un peu plus poussif, quoi, clairement. Hein. Et surtout, en fait, ça a été le dernier scénario, puisque effectivement, je ne l'ai pas dit, mais Mine n'a pas gagné la campagne. Hein. Mine n'a pas réussi à s'en sortir. Alors, sur le dernier scénario, elle a été vaincue. Elle a été vaincue. Non, elle n'a pas été assez rapide. Elle n'a pas été assez rapide, c'est-à-dire que je suis arrivé au bout de l'intrigue. Alors, ça a été à cause du fait que, il y a eu. J'ai pas eu de chance au niveau du deck de rencontre, j'ai pas mal de mobs qui ont pop, alors que j'avais pas mon flingue hyper physique avec moi tout de suite. Il y en avait un dans la défausse, mais j'avais pas de récup. Ça a mis un peu de temps à arriver, ça s'est fait, mais en fait, encore une fois, toutes les pièces que je devais mettre en œuvre, les stratégies que j'avais ou les tactiques que j'avais étaient trop lentes. Et en fait, je me rappelle, voilà, c'est là où ça m'a vraiment fait tilt, c'est quand sur ce dernier scénario,
Typiquement, j'ai pas passé le premier acte avant la première intrigue. Et ça ne m'était jamais arrivé. Jamais. Et là, j'ai fait, ah, il y a un problème. Et puis après, bon, bah, ça s'est enchaîné. D'ailleurs, à ce titre, j'ai joué cette campagne-là déjà, déjà avec tous les chercheurs. Et je l'avais joué avec Père Mathéo, avec William Yorick, avec pas mal d'autres personnages. Et j'ai vérifié hier soir. Je ne l'ai raté qu'avec William Yorick sur mon premier run et avec Mine. Bon, il me manquait pas grand-chose. J'étais devant le boss de fin. Il fallait que je retrouve une deuxième fois le boss de fin. Et c'était bon. Mais, bah voilà, j'ai pas réussi. Sachant que, par rapport à cette problématique du gain d'action, à la fin, je m'étais dit, bon, j'ai vu sur l'avant-dernier scénario que vraiment en gain d'action, j'arrivais pas à faire ce qu'il fallait. Donc, je décide de rentrer une carte ancestrale, chose qu'au début, je ne comptais pas faire et que je n'avais pas envisagé. Je m'étais dit, bon, le deck tourne pas si bien que ça, on va prendre une carte ancestrale de façon, en fait, à venir reboucler là-dessus. Et du coup, en fait, ça m'a pas assez servi. Ça n'a pas suffi. Elle a été posée, mais ça ne m'a pas assez servi. Donc, voilà. Alors, après coup, je me dis, en fait, le récup de niveau 2 aurait été nécessaire. Avec le récup de niveau 2, j'aurais eu ce gain d'action de pose d'objets, le flingue hyper physique, la carte ancestrale, et je serais venu rattraper le tempo que j'avais perdu en posant les récup et les acculés. Donc là, c'était une erreur de deck building. C'est moi qui n'ai pas été bon. J'aurais dû aller chercher un peu plus d'XP déjà, parce que voilà, je m'étais dit, bon, à force, la campagne, 20 XP, ça va, 20-23 XP, ça va le faire. Mais non, faut pas être trop. Enfin, faut être plus gourmand que ça. Déjà, faut utiliser plus de temps que ça, puisque je crois que je suis arrivé là-bas, il était même pas le 30e jour. Donc bon. Mais voilà, la carte ancestrale n'a pas suffi, et je pense que récup 2 XP aurait été bienvenu, en fait, ne serait-ce que pour arriver à l'aboutissement en fait, de la logique, hein, ni plus ni moins. Évidemment, si mon gros module double récup, double acculé était parfait une fois mis en place, en fait, tant que ça s'était pas mis en place, l'efficience de mes tests en début de partie n'était pas assurée. Parce que oui, je pouvais attribuer des objets avec la capacité de mine, j'avais un +2, etc. Mais finalement, j'arrivais pas à recycler finalement ces éléments-là. Surtout que il m'est arrivé 3 fois d'avoir le roi en jaune, et je me suis retrouvé face à la difficulté de ne pas pouvoir attribuer alors que j'avais pas forcément d'acculé en jeu. Et là, du coup, en fait, on est paralysé, et mine, comme en fait j'envisageais de contourner le roi en jaune avec l'acculé, à partir du moment où le roi en jaune est là avant l'acculé, c'est un peu compliqué. Du coup, la première chose que j'ai essayé de faire quand j'ai vu comment tourner le deck, ça a été de booster ma pioche, parce que je me suis dit, mince, ma mise en place n'est pas assez efficace, il faut que j'ai de la pioche pour pouvoir sortir mes cartes maîtresses le plus vite possible, et c'est pour ça que j'ai 4 cartes qui me font piocher au total 12 cartes. Et ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi tout simplement en fait à cause d'amnésie. Alors là, je pense que c'était de la malchance, parce que sur le dernier, l'avant-dernier et le deuxième scénario, deuxième ou troisième, je pioche amnésie alors que je viens de jouer recherche mystérieuse ou à la croisée des chemins. Et ce qui fait que d'une main à 6 cartes, je passe à une main à une carte, sachant que 2 fois, c'est compréhension paradimensionnelle que je dois garder dans ma main parce que c'est une faiblesse. Ou le... Non, pas le roi en jaune, ça m'est pas arrivé avec le roi en jaune. Mais bon, voilà. Et là, en fait, et ça a été une autre de mes erreurs de deck building, c'est que j'ai persisté dans cette erreur-là, alors qu'au deuxième ou au troisième scénario, je l'ai vu, je l'ai vécu. Et j'ai continué à acheter des cartes pour faire de la pioche, pour essayer de pallier cette mise en place. Mais du coup, voilà, coup sur coup, j'ai pioché amnésie, et à l'instar de la combinaison trop zélée, appel de l'inconnu et
et je sais plus quelle faiblesse avec Ursula, et ben Amnésie est vraiment venu couper ma logique de deck building et du coup mettre à mal en fait ce qui apparaissait pour moi être une solution. Bon, donc là concrètement c'est vraiment un mauvais deck building parce que j'ai pas assez bien dosé mon gain d'action, même pas dosé du tout. J'ai sous-estimé la mise en place de mine. Elle était bien plus complexe et longue à faire que ce que je pensais. Et en plus de ça, la solution que j'ai trouvée, en fait, n'a pas assez bien pris compte de la faiblesse de base que j'avais tirée et en fait n'a pas été une solution, finalement. Plutôt que la pioche, encore une fois, j'aurais dû prendre le récup 2 XP parce que tantôt je pouvais récupérer les objets pour les attribuer, tantôt je pouvais les rejouer. Ça aurait été certainement meilleur. À améliorer, évidemment, du coup, j'en ai déjà parlé, mais la gestion du roi en jaune. Ouais, le roi en jaune, en fait, m'a vraiment causé du souci. Non pas tant à cause de la capacité. Parce que attribuer des choses, je pouvais en attribuer plus. Après, j'avais un peu du mal à avoir 6 icônes, du fait, par exemple, de m'être privé de cartes comme Esprit Curieux. J'avais un peu du mal, parce que, par exemple, j'avais pas le totem macabre non plus. Ça faisait pas partie du pool de cartes. C'est sûr qu'avec le totem macabre, ça aurait pas été la même. Après, là, voilà, c'est dans les contraintes de deck building que je m'étais fixé, donc c'est normal. Avec un pool de cartes complet, ceci ne serait pas arrivé. Ça aurait été beaucoup plus facile de gérer le roi en jaune. Gérer le roi en jaune avec la capa de mine et le totem macabre, ça fait quand même 2 icônes de fournis sur 4. C'est quand même pas rien. C'est un tiers, ni plus ni moins. Donc bon, mais ce qui m'a surtout embêté en fait, c'est le slot de main du roi en jaune. Pareil, mauvaise analyse de la faiblesse, mauvaise analyse du deck. Moi je m'étais dit ok, bah, j'ai mon flingue hyper physique dans une main et j'ai une petite loupe pour m'aider pour l'enquête, mais en fait, le roi en jaune est venu très souvent virer ma loupe. J'avais fait le choix de préserver mon flingue hyper physique parce que comme j'avais pas de quoi fuir, sauf une pauvre barrière improvisée, et un instant de survie au début, et j'ai fait le choix de garder mon flingue, et c'est vrai qu'en fait, mine, à partir du moment où j'avais pas de loupe, donc du coup j'étais K4, j'avais pas de Milan parce que j'en ai pas mis dans le deck, et en plus de ça, je ne peux pas attribuer de cartes à mon test, sauf en attribuer 3, et quand on a amnésie comme faiblesse, encore une fois, parfois c'est pas facile, en fait, si on n'a pas les acculés pour contourner, ça va, et puis même en ayant les acculés, il faut de la pioche, et la pioche, comme je l'ai dit, en fait, par 2 fois ou 3 fois, j'ai Amnésie qui m'a mis dans le jus par rapport à ça. Donc au global, voilà un deck building pas assez approfondi dans la récup en tant que tel, une solution mal calibrée, ne tenant pas compte d'une faiblesse de base qui a complètement en fait, mis à mal tous mes efforts de me redresser, et une mauvaise analyse de la faiblesse de mine que du coup je n'ai pas pu contourner comme il se devait ou pas aussi efficacement que ce que je le souhaitais. Du coup, pour finir, je vais quand même vous présenter un truc en multi. Alors là, j'ai carrément refait un deck parce que je me suis dit, fort de cette expérience-là, qu'est-ce que je pourrais améliorer et qu'est-ce que je pourrais apporter en multi. Alors voici le deck que je n'ai pas testé. Attention, que je n'ai pas testé. Mais déjà avec un pool de cartes complet et de façon à avoir quand même une logique similaire avec ce que j'ai voulu mettre en œuvre. Bon, déjà, on arrête les conneries, on met Milan Christopher parce que le plus 1 en intelligence, il est quand même bien, hein, et parce que j'ai pas, là du coup, j'ai plus assez d'objets pour faire Mumus. On met le totem macabre, voilà, c'est une carte signature pour mine, ni plus ni moins. On est en multi, donc on prend le nécessaire empreinte digitale. Oui, ça coûte 4, mais on a Milan. On a étude nocturne pour avoir des ressources. Donc déjà là, c'est quand même mieux. Les mémoires macabres sont juste là pour avoir de la pioche, si jamais on n'arrive pas à avoir notre nécessaire empreinte digitale tout de suite. Voilà, c'est une carte qui n'est pas du tout obligatoire dans le deck. On pourrait le préférer une loupe parce que les mémoires macabres coûtent plus cher et ne sont pas rapides. Néanmoins, voilà, en multi, on a notre gardien qui va gérer les mobs, donc le chercheur peut prendre une action, à mon avis,
pour poser les mémoires macabres, avoir un +2 et piocher. Bon, on a les récup qui viennent du coup récupérer les différents objets, sachant que on joue équipement limité, donc il est possible que nos nécessaires empreintes digitales ou notre totem macabre soient dans la défausse. Voir le roi en jaune, ça m'est arrivé là sur la campagne, que le roi en jaune soit une fois défaussé, donc je l'ai pas vu du tout de la partie, c'était cool, c'était sur le premier scénario. Et du coup d'ailleurs par rapport à récup, mémoire macabre combote très bien avec récup, puisque ça nous donne un +2, ça nous fait piocher. Donc quelque part en plus, mémoire macabre nous fait piocher en cas de réussite, et récup nous fait récupérer un objet. Donc potentiellement si on a un objet dans la défausse, on peut récupérer 2 cartes grâce aux mémoires macabres, donc c'est quand même pas mal. On a pris faire avec les moyens du bord et lueur d'espoir avec équipement limité parce que, mine de rien, si on a les 3 lueurs d'espoir, au moment où on a nos 3 lueurs d'espoir dans la défausse, eh bien, moyennant une action, on récupère les 3 dans notre main avec mine. Et encore une fois, une lueur d'espoir, avec mine, c'est un courage inattendu, avec le totem macabre, c'est ni plus ni moins qu'un esprit curieux, sans la contrainte d'avoir un indice dans notre lieu. Donc, une lueur d'espoir, bon, je sais, ça se joue pas forcément très souvent avec mine, mais là, en l'état, c'est quand même pas mal. Moyennant une action, on récupère 3 cartes qui, une fois par tour, nous donnent un +3 du coup. C'est solide. C'est solide. Bon, pour venir gérer la récursivité, on a grappillé les provisions et dégourdi. Voilà. Dégourdi qui nous permet d'aller récupérer récup ou un totem macabre s'il le faut. Grappiller des provisions s'il le faut, et grappiller des provisions nous permet de récupérer un de nos objets si jamais on n'a pas nos récup, peut-être un Milan qui a été défaussé, je sais pas, peut-être connaissance profonde si on a besoin de pioche. Voilà, bon, raccourci pour gagner un peu en tempo, déduction pour avoir les indices 2 par 2, esprit curieux pour du boost, et Eureka pour aller avoir un peu de pioche. Ouais, alors du coup j'ai là, dans ce deck-là, même si encore une fois je ne l'ai pas testé, j'ai pas voulu mettre apprentissage forcé parce que je me dis ce serait intéressant de voir comment se comporte le deck avec un équipement limité sur un deck de 30 cartes. Est-ce que on gagne en efficacité? Je pense qu'on gagne en efficacité. J'ai pas fait une version XP du deck, néanmoins, il est évident qu'on va venir améliorer le totem macabre pour avoir de la pioche. On va améliorer certainement les récup pour avoir ce gain d'action que je n'ai pas eu au préalable. Sachant que là, nos boosts ne se font pas au travers des objets, ou en tout cas pas autant au travers des objets, mais bien plus au travers des lueurs d'espoir et des cartes compétences évidemment. Bon, selon le nombre de joueurs, on peut mettre le nécessaire empreinte digitale de niveau 5. C'est quand même pas mal. Bon, et après, avoir, évidemment, j'en ai pas parlé, mais on est un peu sur du méga test. Ce que vous pouvez aussi mettre, et c'est intéressant, ce sont les glyphes archaïques. Pour avoir les glyphes pierre d'orientation, je crois. Celles qui nous permettent de découvrir un indice supplémentaire pour chaque 2 points de réussite. Parce que là, entre les mémoires macabres, le nécessaire... Enfin, non, bêtise, parce qu'on enquête avec chacune de ces cartes. Mais bon... entre la capa de mine, le totem macabre, Milan Christopher, potentiellement les lueurs d'espoir et une carte compétence, vous allez quand même atteindre des sommets. Donc les glyphes archaïques sont intéressantes en la matière. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Hein. Je sais pas, voilà, vous me direz si jamais il y en a qui testent ce deck. Je pense que ça peut être intéressant. C'est peut-être pas le deck mine de l'année, mais dans cette optique voilà, de récup, qui peut aussi d'ailleurs faire rentrer acculé, hein, puisqu'encore une fois, on peut, si on pioche faire avec les moyens du bord, si on pioche la lueur d'espoir, voilà, ça peut le faire. Après, c'est sûr qu'à partir du moment où on a le totem macabre, avec la capa de mine, bon, ça nous fait quand même un +3, c'est peut-être pas le mieux, bon, à voir. Mais j'incite, voilà, avec les lueurs d'espoir, il y a peut-être moyen, on en attribue un, ça nous fait un +3, on en défausse un avec acculé, ça nous fait un +2. Sur un round, un +3, un +2, c'est pas mal, sans rien de plus. Voilà. Voilà ce que je vais vous dire sur Mintypan. Bon, comme j'ai dit, voilà, malheureusement, une campagne qui s'achève mal pour Mine. C'est pas que l'investigatrice soit mauvaise, pas du tout, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Bon, c'est juste que je la connais mal, je ne la joue pas. J'ai pas ressenti la quintessence de l'investigatrice avec ce deck qui avait certainement trop de cartes, qui était mal calibré à cause de toutes les choses dont je vous ai déjà parlé, sur lesquelles je ne reviendrai pas parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Mais bon, voilà, donc n'hésitez pas, je le dis, à me proposer d'autres deck min à tester en solo ou peut-être en duo, je sais pas, il faudra que je vois, ou en trio. En ce moment, je joue quand même un petit peu en trio quand j'ai du temps. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, commenter. Ne soyez pas trop dur avec cette pauvre mine et surtout avec ma pauvre prestation avec elle. On reviendra plus tard avec la dernière chercheuse et pas des moindres, Mandy Thompson, pour venir clôturer ce cycle de vidéos avec le challenge chercheur solo difficile sur les clés écarlates. Je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.